Donc bienvenue à cette nouvelle soirée Beauval Nature pour cette nouvelle conférence. Donc avant de débuter, déjà je vous remercie d'être venus aussi nombreux à avoir fait le déplacement, et on en profite aussi pour remercier tous ceux qui nous regardent en ce moment même, la conférence étant retransmise sur nos réseaux. Donc avant de débuter, déjà Rodolphe Delors et Baptiste Mulot, soit nos présidents et directeurs de Beauval Nature, donc s'excusent de ne pas pouvoir être présents avec nous ce soir. Septembre, c'est toujours un mois qui est assez intense, beaucoup de déplacements professionnels. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu être présents. Donc, mais tout de même, Beauval 2024, ça a été quand même une très bonne année pour Beauval Nature, puisqu'on fête tout simplement les 15 ans de notre association. Voilà, donc ça, même si tout n'a pas commencé en 2009, c'est vraiment quelque chose qui s'est concrétisé dès les années 80, quand le Zooparc de Beauval a ouvert ses portes. Et même si on parle évidemment du Zooparc de Beauval Nature, nos missions, elles s'entrecroisent. Donc je vous les remets juste ici. Vous avez évidemment la conservation des espèces menacées. Vous avez aussi la recherche scientifique, toujours mieux connaître afin de mieux protéger. Et évidemment, ces connaissances que l'on cherche à améliorer, il faut évidemment les partager. Et ça passe par de l'éducation, par de la sensibilisation. Et aussi, il est toujours important de souligner le rôle des parcs zoologiques à travers le monde dans la conservation du vivant. Donc, juste pour rappel, c'est 350 millions d'euros qui sont reversés chaque année à la conservation, donc par les zoos et aquariums à l'échelle mondiale. Et ça se décline justement à travers différentes structures, aussi bien des associations comme Beauval Nature et les associations de parcs zoologiques au niveau national, continental et mondial. Et pour vous parler plus en détail de ces actions de conservation, ce soir, on a le plaisir d'accueillir 3 nouveaux intervenants. Alors certains, vous les connaissez déjà, d'autres peut-être que vous les découvrirez. Donc on a avec nous Sandy Benoît, assistante de gestion à Beauval Nature, Gabriel Michelin, chargé de mission conservation sur la biodiversité locale, et Océane Graillot, vétérinaire et responsable du centre de soins Françoise Delors Beauval Nature, qui a ouvert l'année dernière, mais tu nous en diras un petit peu plus. Et donc je vais maintenant laisser la parole à Sandy pour cette première intervention et nous parler des actions de Beauval Nature. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Je vais donc prendre la parole pour vous présenter un petit peu plus en détail l'association en elle-même et ce que nous faisons chaque année. J'aimerais commencer cette présentation par un chiffre clé. Ce chiffre, c'est 1,6 milliard. Le chiffre que l'on entend souvent lorsqu'on parle de la biodiversité, de la conservation, c'est 1 million. 1 million, c'est le nombre d'espèces qui seraient menacées aujourd'hui, animales et végétales confondues. Mais 1,6 milliard, c'est le nombre de personnes qui aujourd'hui dépendent des espèces sauvages et des forêts pour leur survie. Aujourd'hui, les actions de Beauval Nature, elles se concentrent donc sur la biodiversité, mais aussi et surtout sur ces 1,6 milliard de personnes qui ont besoin de cette biodiversité au quotidien. Beauval Nature, en quelques mots. Tout d'abord, un bref historique de Beauval Nature. Beauval Nature a été créé en 2009 par le Zooparc de Beauval et tout au long, chaque année, il se sont passés plein d'événements. Je ne les ai pas tous remis ici, ça me semblait un peu trop exhaustif, mais en voici quelques-uns. En 2012, nous avons commencé à collaborer avec l'Alliance Vigilife pour l'étude de l'ADN environnemental. En 2018, nous avons eu l'honneur de devenir membre de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et en 2020-2021, nous avons commencé à collaborer avec l'association Help Congo, dans laquelle aujourd'hui nous sommes fortement investis. En 2021, certains l'ont peut-être suivi, mais nous avons participé à la réintroduction d'un condor des Andes, né au Zooparc de Beauval, qui se prénomme Pachamama. Aujourd'hui, elle évolue toujours dans le ciel argentin et elle se porte très bien. En 2021, nous avons commencé notre programme à destination de la biodiversité locale, dont Gabriel vous parlera tout à l'heure. Et en 2023,
donc l'année dernière, nous avons inauguré notre centre de soins pour la faune locale. En quelques chiffres clés, qu'est-ce que Beauval Nature ? Beauval Nature, depuis sa création, c'est plus de 140 actions menées ou soutenues pour la conservation et la recherche. Et c'est aussi 10 millions d'euros reversés. Ces 10 millions d'euros, ils ne sont pas arrivés d'un seul coup, ils sont arrivés année après année depuis 2009 et de façon exponentielle. Et je profite de ce petit instant pour remercier aujourd'hui vous qui êtes venus ce soir, tous les donateurs de Beauval Nature, dont certains aussi sont dans cette salle, que ce soit des entreprises, des parrains, des particuliers ou toute personne qui nous soutient chaque année ou même plus récemment. En effet, en 2023, grâce aux dons du public, nous avons reçu 2,8 millions d'euros de dons monétaires. Ces 2,8 millions, ils nous viennent de plus de 4000 parrains et de plus de 70 entreprises mécènes. Et parmi ces entreprises mécènes, on trouve le Zooparc de Beauval, qui a reversé chaque année 1% de son chiffre d'affaires à Beauval Nature. Un chiffre d'affaires auquel vous participez peut-être si vous consommez des entrées au Zooparc, si vous achetez quelque chose à la boutique ou bien en restauration. Qui sommes-nous à Beauval Nature ? C'est peut-être une étrange question, mais peut-être que certains n'ont pas également notion de qui nous sommes. En fait, nous sommes une association, donc comme toute association, nous avons une assemblée générale, laquelle comprend 15 membres. Nous sommes 21 salariés et un consultant pour la partie conservation. Parmi ces 21 salariés, nous sommes 3 à faire partie du pôle administratif, et les 18 autres personnes sont sur le terrain, soit en conservation, soit en recherche, et au centre de soins. En 2023, nous avons accueilli 6 volontaires en service civique, et à ce jour, nous avons plus de 170 bénévoles au centre de soins. Si je vous présente maintenant un aperçu de nos actions 2023, concernant la biodiversité locale, nous poursuivons chaque année un inventaire de la faune et de la flore autour du Zooparc de Beauval. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 430 espèces inventoriées. Nous avons publié en 2023 11 articles scientifiques et nous avons soutenu, dont certains sont encore en cours, 7 projets de thèse avec des doctorants et des doctorantes. Les 2 images qui sont ici, c'est pour vous illustrer 2 de nos projets en cours. Le premier, c'est sur l'olfaction des otaries et le second, c'est sur l'utilisation de la trompe par les éléphants, qui est menée notamment en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle et le CNRS. Nous avons aussi un gros programme qui se déroule en Asie, qui s'appelle Elephantasia. C'est un programme qui vise à suivre les éléphants au Laos, au Vietnam et en Birmanie, et aussi à apporter des soins vétérinaires. Et en 2023, nous avons soigné et suivi plus de 100 éléphants au Laos. Mince. La liste est bientôt terminée avec le centre de soins, puisqu'au 31 décembre 2023, nous avions pu accueillir en quelques mois 1169 animaux. Ce chiffre, bien évidemment, a changé, mais je laisserai un peu de suspense jusqu'à la présentation d'Océane pour qu'elle vous dise le chiffre actuel. Mais que fait exactement Beauval Nature ? Beauval Nature, c'est une association qui récolte des dons, qui va mener ses propres actions et qui va en reverser une partie. Depuis tout à l'heure, je parle aussi beaucoup d'argent parce que c'est l'un des moyens avec lesquels nous soutenons les associations de terrain, en apportant un don monétaire. Mais il y a d'autres façons dont nous pouvons les soutenir, comme par exemple en envoyant du matériel. C'est ce que l'on fait pour les programmes, par exemple en Argentine. On n'envoie pas de l'argent, on envoie directement des balises GPS pour les condors. C'est plus simple pour eux de recevoir directement le matériel. Ensuite, on peut aussi apporter une aide humaine en prêtant main forte aux équipes de terrain, ou bien une aide technique en délivrant des formations ou en apportant notre expertise. Il y a quelques jours, je ne vous raconterai pas exactement ce qui s'est passé. Gabriel était en Malaisie et il a fait une formation aux équipes de Hutan sur l'acoustique, parce que c'est un domaine qu'il connaît et il a pu le transmettre aux équipes sur place. Si vous voulez comprendre un peu plus quelles sont nos actions concrètes, j'ai ici quelques exemples à vous proposer qui suivent 4 grands domaines d'action. Le premier domaine dans lequel nous pouvons agir, c'est le domaine de la recherche. Souvent, c'est par là qu'il faut commencer pour ensuite agir de façon la plus efficace possible. La première chose que l'on peut faire,
c'est recenser la biodiversité. Grâce aux ONG partenaires aujourd'hui, on suit une trentaine d'espèces. Des escargots, aux dragons de Komodo, aux marabouts, aux condors, mais aussi bien sûr des mammifères comme les girafes, les guépards. On suit cette biodiversité aussi en France et dans le monde. Les deux exemples qui sont ici, ce sont deux thèses qui sont en cours avec Boval Nature. La première, c'est l'étude de la population des lamantins d'Afrique au Congo. Et la seconde, c'est une étude en cours pour utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les poissons sur les vidéos sous-marines. Un humain peut le faire, mais il se trouve que l'intelligence aussi artificielle, si on lui apprend, et donc elle peut être plus efficace et plus précise que l'humain pour détecter ces espèces-là. C'est une thèse qui est en cours dans le lagon de Mayotte. Peut-être qu'on aimerait tous se retrouver au lagon de Mayotte aujourd'hui. Ensuite, la recherche, elle peut nous aider à en apprendre plus sur les espèces et sur les écosystèmes. C'est quelque chose que l'on fait en partenariat avec le Zooparc de Beauval, car nous pouvons ainsi étudier des animaux de manière parfois plus simple que dans leur milieu naturel. Nous avons aussi des chercheurs partenaires ou des apprentis chercheurs déployés en France et dans le monde. En 2023, nous avons poursuivi une étude sur les stratégies alimentaires des mouettes mélanocéphales. Ceux qui sont peut-être ont de bons yeux peuvent voir que sur son dos, elle porte une petite balise qui permet de suivre ses déplacements. Et le deuxième exemple, c'est une étude de 2023 sur les comportements reproducteurs des calao rhinocéros de Java au Zooparc de Beauval. Et la dernière chose, c'est que la recherche, ça peut nous permettre de comprendre et de prévenir l'apparition des maladies. Par exemple, en étudiant la résistance au cancer chez différentes espèces, il se trouve que chez les espèces animales, la probabilité de développer un cancer n'est pas la même pour toutes. Et il y a des mécanismes impliqués dans cela que l'on cherche à comprendre et à étudier. Et le deuxième exemple, qui est complètement différent, c'est que grâce à des recherches sur les vaccins contre la fièvre jaune, on a pu vacciner plus de 300 tamarins lions dorés au Brésil contre la fièvre jaune, avec un taux d'humidité très semblable à celui des vaccins humains pour 90 à 95% des animaux. Le deuxième domaine d'action, ça va être la préservation de l'habitat. La première chose à faire lorsqu'on préserve l'habitat, c'est déjà de préserver ce qui existe déjà. Donc lutter contre les menaces, comme les prélèvements illégaux, les espèces exotiques envahissantes ou bien la pollution. La pollution, vous en avez peut-être déjà entendu parler avec le programme Help Congo, qui vise à nettoyer, qui vise à faire plein de choses, mais notamment à nettoyer les plages du parc national de Konkwati-Duli. En 2023, ils ont pu nettoyer 35 km de plage et ramasser 35 tonnes de déchets, sachant que c'était leur première année d'existence de ce projet. Parfois, il faut créer des aires protégées, comme l'aire protégée d'Assamo, que j'ai représenté ici avec une antilope, ou bien favoriser une gestion durable des habitats. Lorsque c'est un petit peu trop tard, mais pas trop, on peut restaurer l'habitat en cultivant, en replantant, ou bien en créant des corridors. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'ONG qui le font sur le terrain, comme par exemple l'Association de conservation pour les okapis, qui a replanté plus de 108 000 arbres en République démocratique du Congo, ou bien l'association UTAN, qui a planté 20 000 arbres et qui a surveillé la croissance des 100 000 arbres qu'ils avaient déjà plantés. Et enfin, parfois, il faut un dernier petit coup de pouce en installant, en aidant, en créant un aménagement pour la faune, comme des nids artificiels. L'ONG Maboula, qui préserve les calaos terrestres de l'île Bitter, a créé en 2023 30 nids artificiels et ils les ont installés. Et l'image du dessus, c'est un passage à faune sous la route qui a été mis en place par la Ligue pour la protection des oiseaux, pour les visons d'Europe, mais aussi pour toute la faune qui évolue dans les marais de Rochefort. Ensuite, c'est ce qu'on connaît le plus et ce qui nous intéresse souvent le plus, c'est protéger l'espèce en elle-même, l'individu en lui-même. La première chose que l'on fait, à laquelle on pense souvent, c'est le braconnage et le trafic, qui sont de grands fléaux. Pour cela, il faut créer des patrouilles, mais aussi leur donner les formations adéquates et les équiper. Nous soutenons plusieurs projets, plusieurs associations dans ce domaine, notamment l'association Pantera, qui agit au Sénégal, et qui en 2023 a pu équiper 6 patrouilles mobiles. Donc 6 patrouilles mobiles, c'est 60 rangers à peu près. Et ces 6 patrouilles, elles ont pu arrêter 15 braconniers et orpailleurs illégaux. Donc c'est une bonne nouvelle.
et un petit peu une mauvaise nouvelle aussi, mais du moins ils ont été arrêtés. Et d'un autre côté, en Namibie, on soutient une ONG qui protège les rhinocéros. Souvent, le braconnage est associé à cette espèce. Et quant à eux, ils ont formé et équipé près de 30 rangers qui interviennent dans des réserves naturelles et des parcs nationaux de Namibie et d'Afrique du Sud. Ensuite, un problème qui arrive souvent, c'est des difficultés de cohabitation entre la faune sauvage et l'homme. Il y a souvent des conflits qu'il faut s'attacher à diminuer, comme par exemple avec des prédateurs qui s'attaquent au bétail, avec des grands herbivores qui mangent les cultures, ou bien avec des animaux plus petits, mais qui font aussi des dégâts, comme les tatous géants, qui se nourrissent des larves des ruches élevées par les apiculteurs au Brésil. Bien entendu, on ne peut pas stopper entièrement le développement urbain, comme les routes, l'installation d'éoliennes ou de lignes électriques. Donc il faut concilier ce développement avec la survie de la biodiversité. Et enfin, il faut aider à la cohabitation entre la faune domestique, comme les chats et les chiens, et la faune sauvage. En 2023, nous avons pu équiper, grâce à nos financements, un guépard d'un collier GPS en Namibie. Ce programme consiste, en fait, cet animal a été attrapé juste après avoir attaqué des brebis d'un berger en Namibie. Et ce berger a accepté, après discussion, d'intégrer un programme d'alerte précoce qui permet qu'il va être alerté par le collier GPS du guépard lorsque l'animal va de nouveau s'approcher de son troupeau. Ce qui permet à l'ONG, une fois le guépard capturé, de le relâcher à peu près au même endroit, et ça permet au berger d'être rassuré, d'avoir un système de prévention. Le deuxième exemple, c'est tout simplement des installations de panneaux d'avertissement au bord des routes pour éviter les collisions avec la faune sauvage. Au Brésil, il y a 3 espèces particulièrement concernées qui sont les fourmiliers géants, les tapirs et les capybaras. La suivante, c'est parfois il faut donner de la nourriture, par exemple, ou de l'eau aux animaux qui sont dans la nature, ou bien secourir, réhabiliter, puis relâcher des animaux qui auraient rencontré un problème. L'animal que vous avez à droite, c'est un francolin de Djibouti. Pendant la saison chaude, les individus peinent à trouver l'eau et la nourriture, donc il faut parfois leur donner un petit coup de main. Et à gauche, ce sont des condors qui sont en fait empoisonnés involontairement, plus ou moins. Ils se nourrissent de carcasses elles-mêmes empoisonnées pour les prédateurs mammifères. Et ces animaux qui mangent ensuite sur les carcasses se retrouvent empoisonnés. Ils sont récupérés par l'association Bionida, réhabilités et relâchés. Et ce que l'on aime le plus souvent écouter, ce sont les belles histoires de naissance et de réintroduction, par exemple, même si celles-ci arrivent bien souvent en bout de chaîne lorsque tout le reste a pu être effectué. En 2023, 35 jeunes gypaètes barbus sont nés dans le programme de reproduction européen et 21 d'entre eux ont été relâchés. Les autres, si vous vous posez la question, sont simplement conservés dans le programme pour permettre de futures naissances et de futurs relâchés. Notre partenaire INPA au Brésil a quant à lui continué à suivre les nids de harpies féroces et ils ont pu recenser 36 nids en 2023. Donc c'est un chiffre qui nous paraît faible mais qui est un très joli chiffre. Et côté réintroduction, je vous ai présenté un panel un petit peu varié, notamment des poissons. Donc les Scyphia dorés, qui sont des petits poissons d'eau douce mexicains. Ils ont été 400 à retrouver leur habitat naturel en 2023. 18 cochons pygmées, qui ont été réintroduits dans le parc national de Manas en Inde. Et enfin, des girafes d'Angola. Alors celles-ci, elles ont été déplacées au cœur même de la Namibie. Elles étaient dans des zones où les populations se portaient très bien. Elles ont été déplacées dans des zones où justement l'espèce n'était plus présente. C'est un petit peu plus de logistique, je pense, que de transporter des poissons, mais ça se fait très bien aussi. Et la dernière grand domaine d'action, c'est bien entendu, et c'est aussi l'un des plus importants, c'est de s'attacher aux communautés et à l'homme qui vit auprès des animaux ou des écosystèmes que l'on cherche à préserver. La première chose que l'on peut faire, c'est de leur fournir un accès aux biens et aux services de première nécessité comme l'alimentation, les soins de santé, l'électricité, l'habitat ou l'éducation. En 2023, nous avons eu la fierté de nous associer à l'association Help Congo
pour construire une école préscolaire, donc c'est un petit peu l'équivalent d'une crèche pour les enfants qui ne vont pas encore à l'école. Et nous avons aussi aidé au financement de la création de 275 potagers en République démocratique du Congo qui peuvent servir à nourrir plus de 800 familles. Il faut aussi encourager le développement économique, bien entendu, dans ces lieux où on souhaite agir, en délivrant des formations, comme par exemple des formations à l'artisanat. Ici en bas, c'est un monsieur qui fabriquait des statuettes des dragons de Komodo. Ils l'ont aidé en fait à performer son système pour pouvoir être plus efficace dans sa production et vendre plus facilement ses œuvres. Et la jeune femme qui est au-dessus, c'est une jeune femme qui est une ranger au Népal, qui protège donc les pandarous. Et Boval Nature participe au financement de son salaire depuis 2021 et aussi au financement de son matériel comme ses vêtements de terrain. Et la dernière chose, mais vous êtes forcément au courant puisque vous êtes ici ce soir, c'est qu'il est important de sensibiliser et d'informer le public, les jeunes générations, mais aussi les décideurs des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Ça peut passer par des animations, des ateliers, comme ici un spectacle de marionnettes qui a eu lieu en Colombie et qui a sensibilisé plus de 1000 enfants, ou bien par l'édition de livres, de rapports, pour donner toujours les meilleures clés pour prendre les meilleures décisions. Je crois que ma liste se termine. Si vous vous demandez à présent comment est-ce que vous pouvez agir, vous, aux côtés de Boval Nature, ou vous, dans votre quotidien, pour préserver cette biodiversité, j'ai quelques pistes à vous donner, mais je pense que peut-être ce ne sera pas des grandes surprises. La première, évidemment, c'est de s'informer, c'est-à-dire de se documenter, d'avoir les meilleures informations. Au zooparc de Beauval, nous avons la maison Boval Nature, dans laquelle vous avez des panneaux, mais vous avez aussi des médiateurs scientifiques qui sont disponibles pour répondre à vos questions et échanger avec vous. Si vous préférez apprendre de chez vous, nous avons édité à ce jour 6 numéros d'un magazine qui s'appelle le Boval Nature Mag. Ce sont des numéros thématisés sur les continents, et les 2 derniers, ce sont ceux-là, sur les herbivores et sur les 15 ans de l'association. Pour les personnes qui sont plus digitales, vous avez bien sûr les réseaux sociaux. Nous sommes présents donc sur ces différents réseaux et je vous invite très fortement à ne pas hésiter à commenter et à partager les publications qui vous plaisent et qui vous parlent pour toujours essayer de faire entendre nos messages, que nous essayons d'être le plus positif possible. Mais parfois, il y a toujours des mauvaises nouvelles, mais c'est toujours important de donner du courage aussi à toutes ces personnes de terrain. Et enfin, si vous voulez vous engager plus concrètement, disons, avec nous, il y a juste ce petit graphique pour vous resituer un petit peu où est-ce que vous vous situez. C'est-à-dire que le zooparc de Beauval, aujourd'hui, ça représente 49% des ressources de Boval Nature. Et le reste, ce sont les particuliers et les entreprises qui font des dons. En effet, on peut faire un don soi-même, en parrainant un animal, en achetant un objet à la maison Boval Nature, en faisant un don sur Internet. On peut aussi engager son entreprise pour qu'elle devienne mécène de Boval Nature. Et les petites images en bas, c'est pour si vous voulez plutôt agir concrètement. Vous pouvez participer à nos campagnes, comme la récolte de téléphones, que l'on organise, je crois, depuis 2011, ou bien devenir bénévole au centre de soins, mais c'est Océane, je pense, qui vous présentera cette action tout à l'heure. Je vous remercie pour votre attention. Et je passe donc la parole à Gabriel. Merci beaucoup. Alors juste avant de laisser la parole à Gabriel, le temps qu'il installe tout son matériel, donc pour tout ce qui va être échange et questions avec nos intervenants, ce sera comme d'habitude à la fin de la conférence, une fois que toutes les interventions seront finies. Donc je vous remercie. Et Gabriel, c'est bon pour toi? Encore un peu? On te laisse t'installer. Non, c'est bon. Okay. Bonsoir tout le monde. Merci Sandy. Et bravo à toi, parce que Sandy, elle le dit pas, mais elle était fatiguée, elle était malade, elle avait de la fièvre encore hier. Donc là, bravo. Voilà. Ouais, vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois.
Alors ce soir, je vais vous parler... Est-ce que ça va démarrer? Non, ça c'était avant, et ça c'est maintenant. Je vais vous parler de la bioacoustique. En fait, c'est une partie de mon travail dans lequel je m'implique beaucoup. Vous avez deviné, bio, donc tout ce qui est vivant. Et puis acoustique, c'est tout ce qui est sonore. C'est la communication auprès des animaux. Donc je vais vous embêter 15-20 minutes avec ça. Et si on ne m'arrête pas, ça peut être 1 heure, 2 heures, mais je pense qu'on va m'arrêter avant. Donc la bioacoustique, quand vous faites des enregistrements dans la nature ou quand vous écoutez la nature, c'est des notes. Voilà, au départ, on ne sait pas trop ce que c'est des sons, c'est de l'information. Et puis en fait, derrière ces notes, on peut avoir des espèces, quand on sait les reconnaître. Ça, c'est la première étape, on reconnaît l'animal. Et puis, on peut aussi reconnaître un comportement, avec un chant. Ça peut être un chant territorial, un chant nuptial pour les oiseaux. Et donc là, je vous ai mis une grosse bête à gauche, c'est la grenouille taureau. Elle a un chant bien particulier, je vous ferai découvrir tout à l'heure si vous ne connaissez pas. À côté, beaucoup plus petit, et pas du tout exotique, mais local, une espèce rare, le pélopate brun. Et puis après, on peut aller sur des espèces qui émettent, non pas dans le domaine de l'audible, mais dans le domaine de l'inaudible pour nous, les ultrasons, donc les chauves-souris. Alors, ce que j'ai fait à Bornéo il y a 2 semaines, c'est enregistrer pendant 24 heures au même endroit des sons audibles et des ultrasons. Et à la fin, on a ce qu'on appelle un paysage sonore. C'est-à-dire que là, vous avez tout ce qui est audible. Voilà, ça c'est ce que tout le monde entend. Et au-delà de 10 000, 12 000 Hertz, vous n'entendez plus, c'est trop aigu. Puis quand vous commencez à avoir une quarantaine d'années, vous perdez les aigus, donc petit à petit, vous n'entendez plus que les basses fréquences. Bon. Et puis les ultrasons, vous avez beau être jeune, vous ne les entendez pas. Et pourtant, il y a de l'information. Chaque point, c'est un son enregistré à Bornéo. Vous pouvez faire la même chose en France, ça marche aussi. Et ça crée un paysage sonore. Maintenant, il faut s'y retrouver dans tous ces points. Donc on cherche. Puis en fait, petit à petit, on se rend compte que en plein milieu de l'après-midi, c'est les sauterelles qui vont chanter. Donc on les a là. La nuit, on a les chauves-souris. On va avoir les hiboux, mais plutôt basse fréquence. Les amphibiens, la nuit également. Puis en journée, on a les oiseaux, les humains. Alors les humains aussi bien au niveau de la parole qu'au niveau des engins, des véhicules, des coups de feu, des machines. Donc après, on peut analyser ce paysage sonore à un endroit et puis le comparer avec un autre endroit. Ça vous fait une peinture. C'est plus de la couleur, c'est des sons. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que pour rechercher certaines espèces, il ne suffit pas d'aller regarder, d'aller faire des prélèvements d'eau ou de les chercher visuellement, ça ne marche pas toujours. Donc on utilise l'acoustique. Pour le pélopate brun, crapaud rare, c'est le dernier crapaud, c'est le prochain crapaud qui va disparaître en France, il est en voie d'extinction, mais on a la chance d'avoir une population dans le Loiret, à Lally-en-Val, et qui est préservée parce que y a plusieurs acteurs qui s'intéressent à l'espèce. Il y a le Conservatoire des espaces naturels qui ont acquis 80 hectares pour restaurer, protéger l'espèce. Puis on a Loiret Nature Environnement qui fait le suivi de la population. On a des financeurs, parce que sans financeurs, on ne fait rien. Et puis on a d'autres acteurs. On a l'Adréal, avec qui je travaille sur l'animation du plan régional d'action en faveur de l'espèce. Et puis je vous ai mis 2 flèches orange sur 2 mares qui ont été enregistrées l'année dernière et cette année pour connaître l'activité du pélopate brun. Ils chantent au moment de leur production. Si vous savez quand est-ce qu'il chante, combien de temps il a chanté, et s'il a chanté dans la mare, vous savez qu'il s'est reproduit. Et donc, on peut analyser comme ça les périodes de forte activité. Donc là, sur une horloge qui fait 24 heures, sur votre montre, ça en fait que 12, on voit que ça chante un petit peu en soirée, puis ça peut chanter en plein milieu de la journée quand il fait très chaud. Donc ça, c'est vachement intéressant, parce que si vous voulez retourner les écouter, vous avez 2 possibilités. Y aller la nuit, voilà, ou y aller vers 14 heures.
Donc c'est plutôt pas mal. Donc moi j'aime bien y aller à 14h, mais c'est pas les mêmes ambiances. Alors, c'est une espèce qui est compliquée parce que quand elle chante pas en aérien, elle chante sous l'eau. Donc quand vous avez des rainettes qui chantent en aérien, vous n'entendez pas le pélobate qui chante sous l'eau. Donc si on ne fait pas de bruit, on va entendre le pélobate chanter. Ouais, fabuleux, hein. Alors moi, ça m'anime, ça. Voilà, ça c'est le cloc-cloc du pélobate. C'est le mâle qui chante, la femelle peut répondre de temps en temps, mais c'est un chant territorial. Puis quand ça chante plusieurs fois, c'est qu'il y a eu rencontre entre le mâle et la femelle. Donc il y a, au-delà de l'information, on peut aussi imaginer un comportement derrière. Donc une fois qu'on a entendu, on peut aller vérifier si l'espèce a pondu. Puis une fois qu'on a confirmé qu'il y avait une ponte, on peut la protéger. Et ainsi, on aide la population à se reproduire et puis à s'étendre. Parce que l'idée, c'est qu'elle aille au-delà des 80 hectares du site du conservatoire. Et puis qu'elle colonise de nouveaux sites. Alors, autre amphibien, mais lui n'est pas rare, il est plutôt envahissant. Alors, en Sologne, il l'était. Il a été introduit dans les années 2000 et malheureusement, comme toute espèce exotique envahissante, ça a pullulé et puis ça a pris la place des autres espèces. Donc il y a eu un parti pris, c'est soit on laissait faire, soit on éliminait l'espèce. Elle n'a rien demandé, mais en fait, comme elle est originaire des États-Unis, à part ramener des caïmans, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et donc après, c'était compliqué de rentrer dans les étangs. Donc on a dit, on abandonne cette idée-là et on intervient. Donc l'homme est intervenu. Des agents de l'OFB qui sont ici parmi nous ce soir ont participé au programme. Donc c'est pas juste un acteur, une structure, c'est tout un cortège d'acteurs. Donc il y a le CDPNE, il y a un syndicat de rivière et il y a encore les financeurs. Alors il y a 15 ans, ça chantait en Sologne plus que le brame, aux endroits où c'était colonisé. Maintenant, pour entendre la grenouille taureau, il faut y passer un petit bout de temps. Et c'est compliqué de trouver du temps. Donc, au lieu de passer des nuits à écouter la grenouille taureau au bord des étangs, je pose des petits enregistreurs qu'enregistre le soir. Puis après, j'ai un logiciel pour analyser les sons. Et ça me trouve ensuite les chants de grenouille taureau. Depuis 2 ans, quand je mets en route mon logiciel, j'ai plus de chants de grenouille taureau. J'ai des chants de pigeons ramiers ou de coucou, parce qu'en fait c'est comparable au chant de la grenouille taureau pour le logiciel. Donc je vais vous le faire écouter. Là il y en a plusieurs. Ouais, ça ressemble plus à un meuglement. Donc quand vous entendez ça, c'est une grenouille taureau dans un étang ou une vache, des vaches dans un pré, mais comme vous avez un étang devant vous, c'est pas des vaches dans l'eau, c'est des grenouilles taureaux. Donc ça, c'est fini. Cette ambiance sonore, elle a disparu de la Sologne, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions de menées. Par contre, si vous allez en Aquitaine, malheureusement, il y en a encore beaucoup. Et pourtant, on sait comment faire. C'est juste que des fois, les acteurs trouvent pas de solution pour éliminer l'espèce ou pour s'impliquer dans le projet. En tout cas, en Sologne, c'est une bonne réussite et j'espère que l'année prochaine, on n'en trouvera toujours pas. En tout cas, cette année, il n'y en a pas. Donc, on continue. J'ai encore 5 minutes pour vous parler des chauves-souris. Voilà. Et je vais juste prendre un exemple qui a été lancé sur l'hôtel Les Rivages. Donc avant, c'est à Saint-Aignan, c'était un hôpital. Il a été restauré, c'est devenu un hôtel. Et pendant la restauration, j'ai discuté un peu avec les architectes et je leur ai dit, faudrait bien mettre des nichoirs en façade. Ah non, surtout pas. Vous touchez pas à la façade. On reste là-dessus. Bon, dans les greniers, vous faites quoi? Rien. Bon, allez, on y va. Donc, le charpentier, il a fait des ouvertures dans la toiture. Donc, 4 ouvertures style boîte aux lettres
pour que les chauves-souris puissent rentrer dedans en volant. C'est tout bête, ça marche. Et puis des petites ouvertures triangulaires pour les oiseaux. Et pour vérifier si ça marche, j'ai mis d'autres enregistreurs pour essayer d'enregistrer les ultrasons. Et j'ai mis une caméra. Comme ça, j'avais le son et l'image. Et plus que mes mots, il y a une petite vidéo qui vous présente les résultats. Donc voilà, c'était quelques aménagements qui ont été faits, qui fonctionnent. Des fois, on en met en place, ça ne fonctionne pas, mais il faut continuer. Et il faut surtout profiter de l'opportunité d'une restauration, d'un aménagement d'un bâtiment, d'une création d'un bâtiment pour faire ce type de choses. Ça fonctionne. En tout cas, là, on a permis à 3 espèces de profiter des combles de l'hôtel. Donc, voilà, pourvu que les colonies s'installent et puis que ça continue à se reproduire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions après. Maintenant, je laisse la place à Océane. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. On avait fait une vidéo avec Océane pour expliquer un peu ce qu'on allait faire. Je vous répondrai tout à l'heure à quoi ça sert, ça. Voilà. Désolé, Océane. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais vous parler ce soir de la prise en charge de la faune sauvage en détresse. Et tout d'abord, on va voir comment réagir face à un animal en détresse. Donc la première chose à faire si vous trouvez un animal que vous pensez être en détresse, ça va être de contacter un centre de soins le plus proche du lieu de découverte de l'animal afin de déterminer si l'animal est réellement en détresse. Souvent, on pense être face à un animal en détresse, mais c'est vraiment important de s'assurer qu'il l'est pour ne pas le ramasser pour rien. Ça pourrait être plus délétère qu'autre chose pour lui. Donc une fois après vos échanges avec le centre de soins, vous avez pu déterminer que l'animal est réellement en détresse, vous allez pouvoir le mettre en sécurité, au calme, dans le noir, afin vraiment de limiter le stress. Donc dans un contenant adapté, donc pour la plupart des oiseaux, le plus adapté, ce sera un carton, ça ira très bien. Sur des mammifères, on va plutôt les mettre dans des cages de transport pour chiens et chats, par exemple. Donc ensuite, nous, on va souvent vous conseiller de mettre une bouillotte pour le réchauffer un petit peu, à part dans quelques cas particuliers où on vous dira de ne pas en mettre. Et puis une petite gamelle d'eau à disposition si l'animal tient sur ses pattes. Alors attention à la taille de la gamelle, par exemple sur un petit passereau, simplement un couvercle de bocal, ça suffira largement. Il ne faudra surtout pas mettre plus pour pas qu'il risque de se noyer. Ensuite, il faudra proscrire certaines choses qu'on peut avoir envie de faire en pensant que c'est bien. Par exemple, caresser l'animal, lui parler, tout ça, on peut penser que ça va le rassurer, mais en fait, on est face à un animal sauvage. Donc pour ces animaux, l'homme est un prédateur, donc tout ce qu'on pourrait faire dans ce sens, ça va faire qu'aggraver son stress en fait. Ensuite, ne pas désinfecter les éventuelles plaies, il n'y a aucune urgence à cela. Ne pas le nourrir non plus, c'est pas urgent. Et puis ne pas le forcer à boire parce que s'il n'est pas assez en forme, il risquerait de faire des fausses déglutitions. Voilà. Et puis ensuite, toujours confier l'animal à un centre de soins. On ne s'improvise pas soigneur, et puis la détention d'un animal sauvage et les soins qu'on pourrait lui faire, tout ça c'est vraiment réglementé et c'est nécessaire d'être titulaire d'un certificat de capacité pour pouvoir le faire. Donc là je vais vous parler un petit peu des oisillons au sol parce que c'est un motif d'appel en centre de soins qui est très fréquent.
Il faut savoir que les oisillons trouvés au sol ne sont pas forcément en détresse. Il y a beaucoup de cas dans lesquels ils ne le sont pas. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui ont une phase d'émancipation au sol au stade oisillon qui est tout à fait normale, où les petits ne volent pas, mais les parents viennent les nourrir au sol. Et donc c'est important de ne pas les déranger dans cette phase qui est importante pour leur développement. Ensuite, vous pouvez avoir trouvé un oisillon au sol en phase d'émancipation, mais avec un danger à proximité, comme une route ou un chat qui rôde. Donc dans ces cas-là, c'est pas nécessaire non plus de prélever l'animal. On peut simplement le déplacer, le mettre en sécurité pour l'éloigner du danger. Et puis, vous pouvez être face aussi à des oisillons plus petits qui n'ont même pas de duvet, donc qui n'ont pas de raison d'être au sol et qui sont tombés du nid. Donc dans ces cas-là, on va nous vous conseiller toujours de replacer l'animal dans le nid, ou si le nid est inaccessible, faire un nid de substitution en fait. Et après, bien sûr, par contre, il y a des cas où effectivement, il faudra prendre l'animal et l'amener en centre de soins. Donc, c'est si jamais vous voyez une blessure, si ça n'est pas possible de le replacer dans un nid, ou si vous l'avez replacé, mais que les parents ont abandonné le nid. Ça peut arriver aussi. Dans tous les cas, n'importe quel centre de soins ne fera jamais mieux que les parents. Donc, il faut toujours privilégier au maximum un replacement de l'animal quand c'est possible. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de cas où le nid était inaccessible et où on a pu trouver des solutions quand même pour laisser l'animal sur place. Donc là, par exemple, c'est une nichée de faucons cresserelles qui avait été trouvée au sol avec des chats qui rôdaient à proximité. Donc les faucons avaient directement été amenés par le découvreur au centre de soins, mais nous on s'était rendu compte qu'ils étaient en pleine forme, il n'y avait aucun souci. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est simplement de les placer dans un nid de substitution, en fait, à hauteur, à proximité du lieu de découverte. On peut se mettre dans un rayon de 100 mètres autour du lieu de découverte, il n'y a aucun souci. Et donc là, les oiseaux sont en sécurité et on a pu observer les parents venir les nourrir. Donc là, un deuxième exemple, c'est pour des martinets ou des hirondelles. Voici ce qu'on peut utiliser comme nid de substitution, tout simplement. On l'accroche avec des cordes et puis là encore... Alors, normalement, c'est une petite vidéo. Je sais pas. Voilà. Donc là, on voit encore les parents en train de nourrir les petites hirondelles et puis elles sont en sécurité, inaccessibles pour les chats. Voilà. Donc après, il y a beaucoup d'autres exemples d'animaux qu'on pourrait croire en détresse, mais qui ne le sont pas. Je ne pourrais pas tout détailler ce soir. Je vous en donne rapidement quelques autres. Par exemple, si vous vous trouvez face à un faon ou à un levreau seul et qui n'est pas blessé, il ne faut pas y toucher, c'est normal. La mère peut partir plusieurs heures pour se nourrir et ensuite revenir s'occuper des petits. Et d'autant plus sur les mammifères, c'est vraiment important de ne pas les toucher parce qu'on va laisser notre odeur dessus et que la mère pourrait ensuite du coup abandonner les petits. Un deuxième exemple, c'est des hérissons vus en plein jour. Le hérisson est un animal nocturne, c'est vrai, mais ça peut être normal parfois de le voir même en plein jour. Donc là encore, c'est vraiment des échanges que vous pourrez avoir avec un centre de soins qui pourront vous aider à savoir si l'animal est en détresse ou pas. Et puis, si vous avez un oiseau qui s'est cogné contre une vitre, là encore, c'est pas forcément nécessaire de l'amener en centre de soins, s'il n'a pas de blessure apparente en tout cas. Parfois, simplement de le placer au calme dans un carton, le temps qu'il se remette de ce choc, il va pouvoir ensuite s'envoler sans souci. Si ça n'est pas le cas, là par contre, vous pouvez contacter un centre de soins. Et puis après, pour en savoir plus, je vous invite à regarder notre foire aux questions sur le site internet du centre de soins où il y a plein d'informations. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la prise en charge de la faune sauvage en région centre et en France. Donc déjà, qu'est-ce qu'un centre de soins ? La plupart des gens savent que c'est un hôpital qui est dédié à la faune sauvage en détresse pour lui prodiguer des soins et relâcher les animaux ensuite dans leur milieu naturel. Donc ça, c'est la première mission des centres de soins, mais il y en a d'autres qui sont très importantes. Tout d'abord, c'est un lieu de médiation qui permet de sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur la biodiversité. Et puis, c'est aussi un outil d'épidémiosurveillance de la faune sauvage, puisqu'on va passer tous les jours un grand nombre d'animaux sauvages sur lesquels on va pouvoir détecter des pathologies qui peuvent impacter la santé humaine ou la santé des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Donc, les centres de soins s'impliquent en fait dans le bien-être animal, la protection de la biodiversité et la santé publique animale et environnementale. Donc en France, il y a 102 centres de soins
Certains sont spécialisés dans une espèce ou dans un groupe d'espèces. Par exemple, on a des centres de soins qui n'accueillent que les hérissons, d'autres que les chiroptères ou alors les oiseaux. Et après, on a des centres de soins généralistes qui accueillent toutes les espèces de la faune sauvage. Ce sont des structures qui sont strictement réglementées, qui ont besoin pour fonctionner d'avoir une autorisation préfectorale d'ouverture et dont le responsable est titulaire d'un certificat de capacité. Et en France, les centres de soins sont regroupés autour de 2 associations. Il y a l'Union française des centres de sauvegarde et le réseau des centres de soins faune sauvage, dont fait partie le centre de soins Beauval Nature. En région Centre-Val de Loire, donc il y a plusieurs structures qui existent. Vous avez donc Sauvequiplume au nord de Tours, qui accueille les mammifères et les oiseaux. Faune 36 dans l'Indre, qui accueille les reptiles et les mammifères. Dans le Loiret, il y a Apus Apus qui accueille les mammifères et les oiseaux. Et dans le Cher, il y a 3 centres de soins. Donc il y a Atoupic qui accueille uniquement les hérissons, le Muséum de Bourges pour les chiroptères et l'hôpital Faune Sauvage Centre qui est un centre de soins généraliste. Et enfin, donc dans le Loiret-Cher, il y a le centre de soins Beauval Nature qui est également un centre de soins généraliste. Donc il y a une forte collaboration entre toutes ces structures, puisqu'en fait, chaque fois qu'un animal est découvert en détresse dans la région, il va systématiquement être redirigé vers le centre de soins le plus proche en mesure de l'accueillir. Donc ça va dépendre de sa capacité d'accueil et puis de s'il est en mesure d'accueillir cette espèce. Et après, il y a des échanges entre les centres de soins aussi qui se font, par exemple, en fonction des spécialités de chacun. Parce que, par exemple, nous, au centre de soins Beauval Nature, on a 3 vétérinaires sur place. Il n'y a pas de vétérinaires dans tous les centres de soins de la région. Donc ça nous arrive parfois de récupérer, par exemple, un hérisson d'Atoupic qui a besoin d'une chirurgie. Et à l'inverse, nous, ça nous est déjà arrivé de transférer des chauves-souris au Muséum de Bourges pour toute la partie rééducation, parce qu'ils sont bien plus spécialisés là-dedans que nous. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus spécifiquement du centre de soins Beauval Nature Françoise Delors. Donc, nous avons ouvert en avril 2023. C'est un centre de soins qui accueille tous les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens de la faune sauvage française métropolitaine, avec une capacité d'accueil qui peut aller jusqu'à 700 individus en simultané et 5000 animaux par an. Les animaux sont accueillis au sein d'un bâtiment de 1000 m² où on a une salle de soins, des salles d'hospitalisation, un bloc de chirurgie et puis des volières d'hospitalisation. Et actuellement sont en construction des volières et des enclos de réhabilitation qui viennent pour la dernière phase d'hospitalisation des animaux avant le relâcher. Au niveau du personnel, donc on est 8 salariés. Donc moi je suis responsable du centre et également vétérinaire. Il y a 2 autres vétérinaires sur site. 3 soigneurs donc, qui sont chargés de tous les soins quotidiens sur les animaux, 2 médiatrices pour l'accueil du public, l'organisation des rapatriements des animaux jusqu'au centre de soins et puis toute la partie sensibilisation. Et puis toute cette équipe est soutenue par des volontaires en service civique et des bénévoles. Donc concernant l'acheminement des animaux jusqu'au centre de soins, ça peut se faire de plusieurs façons. Parfois, c'est fait directement par les découvreurs des animaux qui nous les apportent jusqu'au centre de soins. Donc ils sont accueillis par un médiateur sur les horaires d'ouverture du centre, c'est-à-dire tous les jours de 8h à 18h. Et en dehors de ces horaires, on a une pièce de dépôt nuit dans laquelle l'animal peut être placé jusqu'à l'arrivée des soigneurs le lendemain. Et puis si le découvreur ne peut pas se déplacer jusqu'au centre de soins, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle notre réseau de rapatriement, qui est composé de points de collecte qui sont des cliniques vétérinaires. Donc c'est les petits pictogrammes chats que vous pouvez voir sur la carte. Donc en fait, on demande aux découvreurs d'aller déposer l'animal dans ces cliniques. Et ensuite, on a des bénévoles rapatrieurs qui vont chercher les animaux et qui les ramènent jusqu'au centre de soins. Donc si je vous fais un petit bilan des entrées-sorties au centre de soins depuis l'ouverture, donc le 3 avril 2023, on a accueilli 2880 animaux. Donc il y a 62% d'oiseaux, c'est la majorité des espèces qu'on reçoit, 38% de mammifères et puis quelques reptiles et amphibiens. C'est un petit peu plus anecdotique bien sûr, mais on en reçoit quand même. Et puis au niveau des sorties, donc on a relâché 38% des animaux qu'on a accueillis. Donc il y a évidemment beaucoup de décès, c'est 58% des accueils. Il faut imaginer qu'en fait il y a beaucoup d'animaux qui arrivent dans des états vraiment très, très graves, c'est souvent percutés par des voitures ou des choses comme ça. Donc vous pouvez voir que dans ces 58% de décès, il y en a beaucoup qui sont soit déjà morts à l'arrivée en fait, soit qu'on euthanasie à l'arrivée parce qu'on sait qu'on n'aura aucune chance de le relâcher derrière.
Donc en fait, si on exclut ces décès à l'arrivée, qu'on se concentre uniquement sur les animaux sur lesquels on a commencé des soins, on arrive à un pourcentage de relâchés de 54%. Si on s'intéresse un petit peu à l'évolution de l'activité déjà au cours de l'année, on peut voir qu'on a un pic du nombre d'animaux admis en mois de juin. Donc ça, c'est bien sûr lié à la saison de reproduction qui commence au printemps et qui nous amène énormément d'individus juvéniles qui sont abandonnés par les parents, tombés des nids, etc. Et puis, si on regarde un petit peu l'évolution entre la première année d'ouverture du centre, donc 2023, et puis cette année, on a une augmentation des accueils qui est assez importante, 45% d'accueils en plus cette année. Donc ça, c'est tout à fait normal, dû au fait qu'on a ouvert l'an dernier. On s'attend à avoir une augmentation d'activité comme ça sur les 5 premières années avant de se stabiliser. Donc depuis l'ouverture, on a accueilli 159 espèces animales différentes, dont 111 qui sont protégées. Donc l'espèce qu'on a accueillie le plus, c'est le hérisson d'Europe. Comme vous pouvez le voir, on a accueilli 645 individus depuis l'ouverture du centre. Et viennent ensuite le pigeon ramier et le martinet noir. Donc au niveau des causes d'accueil, on a 44% des animaux qui arrivent au centre de soins sans qu'on ait pu déterminer la cause. Alors après, il faut noter quand même que sur la moitié d'entre eux, il y a une présence d'un trauma, donc un trauma dont on n'a pas pu déterminer l'origine parce qu'on n'avait pas suffisamment d'informations, mais très probablement que c'est un trauma qui peut être attribué à des activités humaines ou des interactions animales ou des aménagements humains. Donc dans les activités humaines, c'est beaucoup de collisions avec des véhicules, dans la moitié des cas. Et puis après, les autres causes fréquentes, ça va être les entretiens d'espaces verts, la tondeuse par exemple sur les hérissons, l'agriculture et puis les travaux. Les interactions animales, ça représente vraiment une cause d'accueil importante aussi. Donc très souvent, c'est des prédations par les chats domestiques. Et puis après, donc, vous avez d'autres causes un peu plus anecdotiques. Il y a quand même les aménagements humains qui représentent 6% des accueils. Donc ça va être par exemple tout ce qui est choc contre les vitres ou entravement dans des grillages par exemple, ou des choses comme ça. Au niveau de la médiation, donc depuis l'ouverture du centre de soins, on a pris en charge 5300 appels téléphoniques. On a assez peu d'animaux qui sont amenés directement au centre de soins sans qu'on ait été appelés avant. Et donc ça, c'est bien parce que ça limite vraiment le nombre d'animaux non en détresse accueillis, qui est de 4%. Donc les médiatrices font vraiment un premier filtre en fait, sur ce qu'on accueille. Les médiatrices sont aussi chargées de faire des publications sur la page Facebook du centre de soins. Il y a une newsletter mensuelle qui est produite et qui est destinée aux bénévoles et aux vétérinaires partenaires. On a participé cette année aussi à des salons pour tenir des stands de sensibilisation à la faune sauvage. Et puis le projet pour 2025, c'est de mettre en place des ateliers scolaires dans les classes de primaire de la région. Donc maintenant, pour terminer, je vais vous parler un petit peu du bénévolat au centre de soins Beauval Nature. On propose différents types de bénévolat. Pour être bénévole, il faut d'abord savoir qu'il faut être majeur et avoir en tête que tous les déplacements qui sont faits dans le cadre du bénévolat sont déductibles des impôts. Et ensuite, donc, il y a différents types de bénévolat dans lesquels vous pouvez vous impliquer. Donc le bénévolat soigneur et l'éco-volontariat, vraiment pour l'assistance des soigneurs. Donc après, sur des tâches qui peuvent être vraiment très adaptables en fonction des aptitudes ou des envies de chacun. Ça peut être vraiment sur les soins aux animaux, mais pour des gens qui sont pas très à l'aise avec les animaux, ça peut être aussi plutôt du bricolage, avec la fabrication d'abris, de perchoirs, etc. Ensuite, on a le bénévolat rapatrieur, donc pour le rapatriement des animaux en détresse depuis les cliniques partenaires. Et puis aussi parfois le relâcher des animaux sur leur lieu de découverte. Ça, c'est quelque chose qui est important. On aime bien pouvoir relâcher les animaux là où ils ont été trouvés, mais c'est pas toujours possible quand c'est à l'autre bout de la région et qu'on est très occupé en plein été. Donc ça peut arriver qu'on sollicite aussi les bénévoles rapatrieurs là-dessus. Et puis enfin, le bénévolat d'été, donc là c'est vraiment pour venir en soutien aux soigneurs sur les mois les plus chargés, donc mai, juin, juillet, sur les tâches d'entretien des locaux, la vaisselle, le linge, etc. Donc, concernant le bénévolat soigneur éco-volontariat, donc comme je vous disais, il faut être majeur. On le déconseille aux personnes immunodéprimées parce que vous êtes quand même exposés à un certain nombre de maladies zoonotiques. Pour être bénévole soigneur, il faut s'engager à venir 2 demi-journées par mois toute l'année. Et puis pour être éco-volontaire, c'est 5 jours par semaine pendant 2 semaines à 2 mois.
En termes de formation, nous, on délivre aux bénévoles un cahier du bénévole soigneur qui donne plein d'informations sur notre fonctionnement. Et puis après, c'est une formation qui est continue par les soigneurs, avec possibilité de progression tout au long de l'engagement et en fonction des envies de chacun. Pour le bénévolat rapatrieur, donc il faut être bien sûr véhiculé. Les bénévoles sont sollicités par SMS quand il y a un rapatriement qui est nécessaire sur une zone en fait, où ils se sont inscrits. Et ensuite, ils peuvent accepter ou non le rapatriement. Il n'y a aucune obligation en termes de fréquence de rapatriement. Et en termes de formation, on donne également un cahier du bénévole rapatrieur et ensuite c'est une formation annuelle. La première, en fait, on demande à ce qu'elle soit faite en présentiel au centre de soins puisqu'on va former les bénévoles aux captures et à la contention des animaux sauvages. Et ensuite, c'est possible de la faire en distanciel pour les fois suivantes. Et cette formation nous permet de délivrer aux bénévoles une délégation de transport qui lui permet de transporter en toute légalité les animaux sauvages. Et enfin, donc pour le bénévolat d'été, donc en fait, c'est des bénévoles qui viennent très ponctuellement à la convenance du bénévole sur les mois les plus chargés, donc mai, juin et juillet. Voilà. Et donc pour terminer, je vous montre une petite vidéo d'un relâché. Donc voilà, les relâchés, c'est des moments vraiment sympas qu'on aime bien partager avec nos bénévoles. Donc on en organiserait régulièrement des relâchés publics en présence des bénévoles. Donc ici, c'est un moyen-duc et une chouette hulotte qui ont été relâchés l'an dernier après avoir été élevés au centre de soins. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Céane. Donc, merci à tous les trois pour ces très riches interventions. Donc, juste avant de passer au moment d'échange, pour bien clôturer cette conférence et pour continuer dans les belles images et les bonnes nouvelles, on va vous diffuser une petite vidéo justement sur un relâché en milieu naturel qui a été fait cette année avec un jeune animal qui est né cette année au Zooparc de Beauval, le tout dans un programme de conservation qui est soutenu par Beauval Nature. Voici l'histoire de Paradiso, de son éclosion à son envol et de Beauval au milieu naturel. Voici l'histoire d'un oisillon né dans un parc zoologique qui va participer à la préservation des gypaètes barbus dans la nature. Mais c'est aussi l'histoire d'une aventure humaine intense pour les soigneurs, vétérinaires et conservationnistes qui vont tout mettre en œuvre pour rendre ce petit miracle possible. Le rôle des parcs zoologiques, c'est en grande partie la préservation des espèces. Et le fait de prendre des animaux de parcs zoologiques et de les remettre dans le milieu naturel, c'est pour un soigneur la consécration d'une carrière. L'histoire commence le 2 janvier 2024, date à laquelle la caméra du nid des gypaètes révèle un œuf. Et le 21 février, le poussin a commencé à bêcher la coquille, mais tarde à sortir. Pour être sûr de ne pas le perdre, les soigneurs le récupèrent et laissent un œuf factice aux parents. Allons bon. Le petit va bien. Du produit désinfectant est toutefois appliqué sur l'œuf. Donc là, c'est son bec. Donc il piou-pioute et là, il a sorti un petit peu la langue. Antoine s'apprête à aider le poussin à éclore. Mais l'affaire est délicate. S'il reste des veines immatures, l'ouverture de la coquille pourrait provoquer une hémorragie fatale pour le petit. J'ai dû tirer une plume. Une os complètement résorbé, mais je pense qu'il doit encore être un peu rattaché. Il faut le temps que ça sèche et tout. Cette tête, c'est dingue. Ouf. On laisse comme ça, on ne touche plus. Voilà. Parce qu'il y a encore un peu de veine dedans, donc du coup, on va laisser tranquille pour éviter de percer bêtement. Il est merveilleux! La première étape s'est donc bien passée, mais le poussin doit maintenant être remis avec ses parents dès qu'il aura pris suffisamment de force. Et le petit toutou. 5 jours plus tard, Antoine lui donne son dernier repas avant son retour au nid. On a reçu les consignes du coordinateur, donc le petit va pouvoir retourner sous les parents. Donc là, on fait un dernier repas, au moins ça lui permettra d'être un peu calé pour la journée, le temps que les parents comprennent qu'ils ont le petit, qu'il va falloir le nourrir. C'est au petit à apprendre
la nourriture dans le bec des parents. Donc c'est pour ça qu'on se met vraiment au-dessus. Il faut vraiment que de lui-même, il arrive à prendre la nourriture. Et c'est parti. L'enjeu est maintenant de faire élever le petit par ses parents pour qu'il grandisse le plus naturellement possible, qu'il acquiert les codes de son espèce et reste farouche envers l'homme en prévision de sa réintroduction. Pour faciliter l'adoption, les soigneurs ont gardé un morceau de sa coquille. Plutôt dans la coquille. Et sur la tête. Le moment est critique. La mère pourrait tuer le petit d'un coup de bec. La caméra du nid permet de surveiller en direct la réaction des parents. Grégory est en contact téléphonique avec Alex Liopis, le coordinateur de l'espèce, qui conseille l'équipe depuis la ponte de l'œuf. En termes de durée, Alex, par rapport à ton expérience? Il faut que la femelle gypaète se couche sur le petit, signe que l'adoption sera réussie. Pour moi, les coucher. Regarde-moi. Ici, là. L'opération est un succès. L'élevage par les parents peut commencer. Le couple de gypaètes est suffisamment expérimenté pour nourrir le petit sans l'aide des soigneurs. Arrivés à Beauval en 2014, ils ont d'abord connu plusieurs échecs de reproduction. Mais aujourd'hui, 3 de leurs jeunes font partie du programme d'élevage de gypaètes barbus, coordonné par la Vulture Conservation Foundation. Baptisé Paradiso, le poussin est cette année candidat à la réintroduction dans les Alpes en Suisse. Son aventure continue dans le prochain épisode. De l'éclosion à la réintroduction dans la nature, voici le 2e épisode de l'histoire de Paradiso, petit gypaète né à Beauval. Paradiso a bien grandi et arrive maintenant à se nourrir seul. Il est temps pour lui de partir en Suisse pour sa réintroduction. Il a quasiment sa taille adulte, à quelque chose près. Il a eu une croissance extrêmement rapide, hein, ces oiseaux-là. En 3-4 mois, ils multiplient leur poids par 100, 200 très facilement. Ils mangent une quantité de viande assez hallucinante. Donc là, il est prêt à partir. Direction le parc animalier de Goldo, au centre de la Suisse. Le parc présente essentiellement la faune sauvage locale au public. Il est très actif dans la conservation et recueille et soigne les gypaètes retrouvés blessés dans la nature. Après 8 heures de route, Paradiso arrive enfin dans sa volière. Salut mon pépère. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur le projet. On a déjà eu des bébés qui étaient restés dans le EP. Et là, c'est vraiment la concrétisation de tout notre travail. Donc grâce à notre technique et puis à notre volonté de réussir, en fait, on a réussi à emmener un oiseau ici en Suisse pour pouvoir le réintroduire. Donc c'est assez émouvant. Gaïa et Aurora, les compagnes de relâché de Paradiso, sont déjà arrivées. Elles viennent de centres d'élevage autrichiens et espagnols. Et dès le lendemain, les oiseaux sont préparés pour le relâcher. L'équipe du parc de Goldo et de la fondation ProGypaète effectue une prise de sang pour l'analyse génétique, ausculte les yeux, ailes et plumage, pose des bagues pour reconnaître les oiseaux et règle l'attache de la balise GPS. On a un petit point de rupture dans le harnais. Et normalement, après 5, 7, 8 ans, la balise va tomber. Des fois, ça arrive un peu plus tôt, des fois, il le tient un peu plus long. Pour finir, certaines plumes sont décolorées afin de reconnaître plus facilement les oiseaux en vol pendant environ 2 ans, jusqu'à leur mue. On a le plan pour la décoloration. Et pour lui, c'est 2 plumes à l'aile droite. Les réintroductions de gypaètes barbus ont commencé dans les années 80. Les protocoles sont aujourd'hui bien rodés et plus de 250 oiseaux ont déjà été relâchés avec beaucoup de réussite. Normalement, on les relâche entre 90 et 100 jours. C'est l'âge qu'ils sont indépendants un peu des parents. Ils ont besoin de recevoir de nourriture. Mais c'est 2 à 3 semaines avant la première envol. Et comme ça, il peut s'adapter au site de relâche. Le relâché est décalé de quelques jours à cause de fortes chutes de neige. Mais enfin, les oiseaux sont amenés à 2000 mètres d'altitude dans le canton d'Obwald. Ils sont déposés dans une cavité rocheuse.
Dans le prochain épisode, nous suivrons l'apprentissage du vol et du milieu sauvage de Paradiso, sous la surveillance de Francisca. Et voici le 3e et dernier épisode de la réintroduction dans la nature de Paradiso, petit gypaète né et élevé par ses parents à Beauval. Paradiso a été déposé dans une cavité rocheuse en Suisse centrale, à 2000 mètres d'altitude, avec 2 autres jeunes gypaètes. Depuis, il est surveillé du lever du jour à la tombée de la nuit par Francisca et son équipe de la fondation Progypaète. Pour le monitoring, ce que nous voulons savoir vraiment si les gypaètes qu'on a relâchés vont bien, et s'il fait des progrès dans son évolution pour être indépendant. On note s'il fait des comportements qui montrent qu'ils sont confortables, fait des toilettes, et après aussi, bien sûr, combien de nourriture il prend. La cavité se trouve dans une réserve protégée où les gypaètes apprennent à cohabiter avec les autres oiseaux, mais aussi les bouquetins, chamois ou les marmottes dont ils nettoieront les dépouilles lorsqu'ils seront totalement indépendants. On a relâché les oiseaux le 6 juin et 6 jours après, Paradiso, il a eu 112 jours là, il a pris son envol. On a plusieurs visiteurs, gypaètes visiteurs qui sont là et une des visiteurs, elle s'appelle Dromi. Il était relâché l'année dernière dans les baronnies. Depuis 4-5 jours, il est chaque jour chez notre jeune gypaète. Il mange, il fait des interactions avec les jeunes gypaètes. C'est super à voir, c'est aussi une inspiration pour les jeunes gypaètes pour apprendre. Il voit où il vole, il voit où il dort. Les gypaètes barbus ont totalement disparu des Alpes au début du XXe siècle. Ils étaient chassés ou empoisonnés, victimes de légendes qui en faisaient des animaux dangereux et assoiffés de sang. Les réintroductions ont commencé dans les années 80. À ce jour, plus de 250 gypaètes ont été relâchés dans les Alpes et en 2023, 59 jeunes naissaient dans la nature. Toutefois, les réintroductions continuent. Nous relâchons toujours des oiseaux dans les Alpes pour la diversité génétique. Dans les autres régions, c'est aussi pour augmenter un peu ces nucléus dans les Alpes Est. Et par exemple, dans les Préalpes en France, c'est pour faire la corridor entre les Alpes et les Pyrénées. Paradiso va être suivi grâce à sa balise GPS pendant encore quelques années. Il va bientôt partir de sa vallée afin d'explorer son territoire et dans peut-être 5 ans s'installer quelque part en France, Italie, Suisse ou Autriche pour avoir une descendance. Il participera ainsi au maintien de la population de gypaètes barbus encore fragile. Et il récompensera les efforts de toutes celles et ceux qui, depuis sa naissance, de Beauval à la Suisse, auront permis sa réintroduction. Donc plutôt des bonnes nouvelles pour ceux qui n'avaient pas encore vu cette vidéo. Donc on lui souhaite autant de chance qu'à Pachamama. Et donc c'est sur ce cas concret encore de restauration de population d'espèces menacées que se termine notre conférence. Et on va pouvoir à présent passer par un temps d'échange. Donc si vous avez des questions pour Sandy, Océane et Gabriel, vous avez nos 2 collègues Lola et Colline qui vont se placer de chaque côté de la salle. Donc si vous avez des questions, levez bien la main pour qu'elles puissent vous passer le micro. Et puis attendez bien d'avoir le micro en main pour poser votre question, qu'on vous entende clairement. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour Océane. À quel âge t'as su que tu voulais faire vétérinaire faune sauvage? C'était ton truc J'ai toujours voulu être vétérinaire.
et toujours voulu être vétérinaire faune sauvage en fait. Voilà. Depuis toujours. Alors moi j'ai une question pour toi, Gabriel. Ça date de quand ton coup de foudre avec le pélobate brun? C'était en même temps que l'Outard de Cannepetière ou... Ouais, je crois que c'est 2010. Je m'intéressais aux amphibiens. Je travaillais déjà sur la grenouille taureau depuis 2008. Et bon, protéger les espèces en éliminant une espèce exotique envahissante, c'est intéressant, mais aller directement travailler sur les espèces en voie de disparition, c'est l'étape d'après. Donc c'était génial. Et ouais, je crois que c'est 2010, 2011 que ça a commencé. Voilà. C'est pas si vieux que ça. Hein. Alors, qui va se lancer? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question concernant la décision de certains pays africains dont la population est affamée et en détresse à cause de la sécheresse. Je parle notamment de la Namibie, où le gouvernement en Namibie vient de donner l'autorisation d'abattre des animaux sauvages, notamment des éléphants, entre autres, pour nourrir la population. Alors, comment une association comme Beauval Nature ou d'autres associations peuvent intervenir pour éviter que ça continue, parce que ça va être assez catastrophique. Mais enfin, connaissant la Namibie et connaissant la population de la Namibie, on peut malheureusement comprendre que les gens ont vraiment faim, puisqu'il ne pleut pas depuis des années et des années. Merci pour cette question, et que c'est pas si simple. Je prends juste le cas de Help Congo, parce qu'en fait, ça a pu être mis en place parce que justement l'État avait une certaine stabilité politique, les guerres étaient terminées, donc une fois que les guerres sont terminées, qu'il n'y a plus de famine, on peut commencer à travailler non pas sur l'humain, mais travailler sur les animaux. C'est là que ça peut se faire. Pour la Namibie, je ne connais pas assez, et c'est à mon avis très compliqué. C'est jamais fini en fait. On a de la chance, c'est que la nature elle est assez résiliente, ce qui fait que même s'il y a le problème en Namibie, on a d'autres pays autour qui peuvent après alimenter avec de la biodiversité. Alors toutes les espèces ne reviendront pas, c'est le cas au Congo. Hein. Il y a des belles savanes, mais tous les animaux ne reviendront pas. On ne verra pas forcément des troupeaux d'animaux comme il y avait jusqu'il y a encore une cinquantaine d'années. Mais il y a encore des zones à protéger. Quand je parle trop, ça coupe. Donc je m'arrête là. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est compliqué, mais ça peut encore revenir. Et vis-à-vis des parcs nationaux, il y a un rôle à jouer pour préserver la biodiversité sur ces parcs. Les aires protégées peuvent justement faire zone tampon. Mais si on ne fait rien vis-à-vis des populations locales, c'est compliqué. Ce qui fait que HELP aide et soutient les villageois. Donc il y a 14 villages dans un parc national. Et l'idée, c'est non pas travailler uniquement sur les animaux, mais travailler avec les villageois pour justement faire une économie autour de la biodiversité. Donc ça prend du temps, mais petit à petit, on y arrive. Un, deux. Désolée, juste pour partir sur un sujet un peu plus léger, et parce que j'ai vu Gabriel monopoliser la parole, il nous a promis de nous présenter son petit appareil, alors j'attends de voir à quoi ça sert. Ah, merci. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pélobate brun. Le problème avec le pélobate brun, c'est que comme il chante sous l'eau, si je mets un micro dans l'eau, ça ne va pas marcher. En 2011, avec un collègue de Indre Nature, Johan Morizet, on a mis un micro classique dans l'eau et pour que ça ne crame pas tout de suite, pour que le micro tienne le choc, on avait mis un préservatif sur le micro et on avait mis le micro dans l'eau. Donc de peau, ça ne marchait pas. Voilà, la membrane ne répondait pas, ça ne fonctionnait pas. Donc ce que je vous ai présenté très rapidement dans la vidéo, en fait, c'est un hydrophone. Et la petite gélule qui est au bout du câble, finalement, c'est un micro qui marche très bien dans l'eau. Et donc, le moindre bruit d'insectes ou d'amphibiens dans l'eau, vous l'entendez. Et en plus, l'eau conduit très bien le son. Voilà. Merci pour cette question.
Bonsoir. Vous avez mentionné par rapport au soutien que vous recevez, donc les particuliers, les entreprises, et je me posais la question, quelle est l'implication des pouvoirs publics, que ce soit nationaux ou locaux, sur tout ce que vous faites comme action? Ouais, je vais répondre. Là, actuellement, c'est pour les chiffres qui ont été présentés par Sandy, c'est un tout petit chiffre, c'est 6%. C'est en gros le budget que prend Montant sur de l'animation d'un plan régional d'action. L'année prochaine, ce graphique, il va évoluer et la part va être plus importante. Si vous voulez des chiffres, je pense que l'année prochaine, ça sera 1/3 des aides de Beauval Nature qui viendront de l'État. Donc pour y arriver, il faut déposer des dossiers de subvention, il faut cibler des espèces bien précises, et le pélobat de brun est une espèce qui peut accéder à ces fonds. Et donc grâce à ça, on va pouvoir aménager une route départementale pour créer des passages petite faune sous la route. On va pouvoir restaurer des mares, on va pouvoir disperser peut-être un jour des pélobates d'une mare à une autre. Enfin voilà, c'est des réflexions qui sont en cours et c'est des budgets qu'on a besoin. Et heureusement qu'on a des fonds de l'État pour nous aider sur des projets à long terme. Parce que la conservation, c'est pas du one-shot, c'est du long terme. On a besoin d'année après année de faire des efforts financiers et sur le terrain, sur les espèces. Oui, j'avais une question concernant le bénévolat pour la première option sur l'assistant de soigneur, oui c'est ça, plus pour savoir comment on pouvait faire, est-ce qu'il y avait des formulaires à remplir au préalable, où est-ce qu'il fallait se rendre, ou sur les durées de formation, etc. Alors oui, du coup j'en ai ici ce soir des formulaires d'inscription bénévolat. Donc si vous voulez, il n'y a pas de souci, après la conférence, je pourrais vous en donner un qu'il faudra nous renvoyer au centre de soins. Et après pour la formation, donc pour les bénévoles soigneurs, donc c'est vraiment une formation qui est continue. En fait, au tout début, on vous demande de venir une demi-journée juste pour voir comment ça se passe, être sûr que ça vous corresponde, parce que des fois, il y en a qui font une demi-journée et puis qui se rendent compte qu'en fait, ils pourront pas faire plus. Donc voilà, vraiment pour être sûr que ça vous plaise. Donc on vous demande de venir une demi-journée où vous êtes vraiment en binôme avec un soigneur. Et puis après, c'est une formation qui est continue. Au début, vous êtes très souvent accompagné d'un soigneur et puis après, de plus en plus autonome sur de plus en plus de tâches. Oui, j'aurais voulu savoir si vous avez une action pédagogique envers ceux qui détruisent la biodiversité, soit directement, soit en partenariat. Alors, non, pas directement. C'est un travail qui est fait au niveau des politiques. Donc c'est plus notre président de l'association qui va faire cet effort d'aller appuyer au niveau loi et au niveau des interlocuteurs qui posent problème. Voilà. Mais nous, directement, non, c'est pas notre rôle. On n'est pas mandaté en plus pour taper sur les gens ou leur donner une amende. Il y a des agents pour ça, c'est les agents de l'OFB qui, eux, sont là pour voir qu'il y a un problème et pour emmener les gens au tribunal. Mais nous, on n'a pas ce pouvoir-là. On peut sensibiliser, mais notre public, c'est les visiteurs de Beauval, du zoo, et c'est aussi le public qui participe aux animations qu'on effectue, aussi bien par exemple au centre de soins avec un public scolaire, ou après pour d'autres projets qu'on fait quand on va voir les écoles à l'extérieur. Mais non, pas directement, en tout cas. On a une autre question ici. Bonsoir et merci encore pour tout ça.
On avait une question avec ma collègue au niveau des grenouilles taureaux. On se demandait d'où elles viennent, en fait, pourquoi elles ont été introduites voilà, dans la région. Alors, pour ce qui est de la Sologne, l'analyse génétique qui a été menée sur la population prouve que c'est la même population qu'en Floride, mais c'est également la même population qu'en Allemagne. Donc, soit c'est quelqu'un de Floride, qui a été en Floride, qu'on a ramené en Sologne, puis ça s'est développé. Comme il n'y avait pas de prédateurs, ça s'est développé année après année. Soit c'est des échanges de poissons, par exemple, avec l'Allemagne, ce qui était possible, qui a conduit à amener des têtards de grenouilles taureaux, et puis quelques années plus tard, des grenouilles taureaux. Maintenant, la question, le pourquoi. Parce que vous l'avez peut-être vu, c'est une grosse espèce, elle est colorée. Quand on la voit, on se dit, oui, elle est énorme, donc ça peut plaire. Alors à l'époque, ce n'était pas les animaux de compagnie, mais en tout cas, il y a bien des gens qui ont ramené un jour un serpent ou un oiseau. Là, un jour, ils ont ramené des grenouilles taureaux. Et puis, il y a eu acclimatation de l'espèce, puis après, elle s'est reproduite, et puis après, elle a pris la place des autres, et puis elle a été classée espèce exotique envahissante, une des 100 pires espèces au monde. Ce qui fait que chez elle ne pose pas trop de problèmes, mais en dehors de son aire de répartition naturelle, elle provoque des dégâts énormes sur la biodiversité. Voilà. En Gironde, c'est une autre introduction. Et on connaît le nom de la personne, à quelle époque, et combien il y avait de grenouilles taureaux dans ses bagages. Il y en avait 9. Donc 9 individus, ça a suffi pour faire une explosion de l'espèce sur un grand territoire. Et maintenant, ils ne savent plus quoi en faire. Donc on va s'arrêter là pour les questions. Si jamais vous en avez encore quelques-unes en tête, n'hésitez pas pendant le verre de l'amitié qui va suivre à en poser directement à Sandy, à Océane ou à Gabriel. Donc en tout cas, merci à tous pour votre participation. Vous allez recevoir d'ici quelques jours par mail un questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis pour les prochains événements. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre pour que nos conférences, nos événements soient toujours très riches et toujours plus passionnants. Quelques petites informations avant de passer au verre de l'amitié. Vous avez toujours en cours les votes pour les prix Beauval Nature, donc jusqu'au 3 novembre. Donc au cas où vous ne l'auriez pas encore fait, il est évidemment toujours possible de voter. Je vous montre rapidement comment ça se passe. Vous avez un QR code qui est ici que vous pouvez flasher là directement, et ensuite ça vous fait tourner une roue, il y a votre don qui s'affiche, et ensuite vous avez évidemment le choix de voter donc, pour verser votre don au programme que vous souhaitez, donc ils seront tous directement affichés. Donc là par exemple vous avez celui sur les calaos terrestres de Leadbeater en Afrique du Sud, je dis ça juste en passant, El Congo c'est ici, mais bon, ils sont tous vraiment... vous les trouverez tous et vous pourrez voter pour celui que vous souhaitez. Donc ensuite, pendant le verre de l'amitié, vous avez comme d'habitude notre stand Beauval Nature qui est là, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Il y a aussi également, comme l'a dit Océane, les formulaires pour le centre de soins et même d'autres petites choses encore. Donc Amandine du centre de soins sera également présente. Et aussi, vous le savez très bien, il est tout ce qui est... acheté et reversé directement à Beauval Nature. Il est évidemment possible d'effectuer en direct des dons ou d'effectuer des parrainages pour toujours justement contribuer à la préservation et à toutes ces actions qu'on a pu vous démontrer au cours de cette soirée. Et pour vous donner la date du prochain événement, donc Save the Date pour le 29 novembre. Donc de quoi on parlera? Eh bien, ce sera consacré aux mangroves, donc écosystème évidemment indispensable à la biodiversité de tout un tas de milieux aquatiques, et des actions de Beauval Nature sont directement ciblées justement pour protéger cet écosystème. Donc merci à tous encore pour votre participation, et merci à vous, à tous les trois.